Les vrais sujets. Les vraies questions. Les vrais débats. Les vraies affaires. Hey, salut, c'est Julien Mercure. Et Philippe Rioux. Bienvenue aux Vraies Affaires, cette émission du vendredi 13 juin. Justement, écoute, aujourd'hui, on a quand même deux sujets un petit peu plus, pas nécessairement macabres, mais disons déplaisants, lourds. Mais on va commencer par un de ceux-là, mais on a un petit sujet aussi un peu plus rock'n'roll, un peu plus intéressant en milieu de parcours. On commence avec l'adoption de la loi 52. À la quasi-unanimité, je crois. Ouais, wow. C'est pas au point de dire quasi. OK. Il y a eu un très fort consensus. Sur la sémantique, on n'est pas rendu encore à la quasi-unanimité, mais un très fort consensus. OK, excellent. Tu voulais me parler de ça? Tu voulais me parler d'un aspect en particulier de cette histoire-là? On va parler du combat futur qu'on va avoir avec des groupes de pression, que ce soit au Québec, mais surtout au Canada anglais, lorsque cette loi, il y aura en fait un appel par certains groupes à ce que le gouvernement fédéral fasse de quoi, et quand on va dire fasse de quoi, c'est scrape la loi, à cause de la notion de suicide assisté, à cause de certains groupes qui ont que selon eux, dans le fond, le projet de loi va à l'encontre de leurs valeurs au niveau du suicide assisté. Oui, parce que quand on dit qu'on veut que le fédéral s'occupe de ça, comme tu dis, on veut pas vraiment qu'il s'en occupe au sens qu'ils réfléchissent. On veut qu'il s'en occupe au sens qu'ils disent que c'est invalide. Oui, dans le sens de « Moi, je veux m'en occuper, là. Il n'y en aura pas de problème. » Ça va être réglé, là. On va s'occuper dans ce genre-là. Et le problème avec tout ça, c'est que ça va nous ramener à une discussion de définition. Qu'est-ce que le suicide assisté et qu'est-ce que l'aide à mourir? Parce que c'est comme un peu, je te parlais un peu avant, les mots que les deux groupes utilisent pour refléter la même chose sont différents. Ce qui indique qu'on est vraiment dans un genre de débat encore beaucoup trop en surface. En fait, c'est ça. Ce que ça indique, c'est un débat dans lequel on n'est tellement pas prêt à s'engager à débattre du fond des choses. On préfère se concentrer sur la façon dont la même chose est nommée. Oui. Et c'est là aussi que ça nous ramène à la notion de compétence provinciale et fédérale. Parce que dépendamment du genre de mots que tu prends pour décrire ce phénomène-là, ou plutôt l'action d'aider quelqu'un à mourir avec des drogues ou d'autres moyens, ou juste d'arrêter les traitements, tu peux appeler ça de l'aide médicale à mourir, ce qui relève du provincial, puisque médical implique la notion de santé, ce qui est de compétence provinciale. Et de l'autre côté, il y a suicide assisté et il y a euthanasie, qui sont des notions au niveau du code criminel. Donc de juridiction fédérale. Donc de juridiction fédérale. Et là, je ne veux pas vous sortir un putsch souverainiste. Puis si vous voulez avoir des exemples de choses dont on n'aurait pas à subir possiblement dans un Québec souverain, c'est ce genre de choses-là. Ça, c'est un bel exemple. Puis je ne veux pas dire que le fédéral, c'est le diable ou tout ça. Mais ça, c'est un bel exemple de quand on dit qu'on n'a pas 100% le contrôle sur nos choses, c'est un de ces exemples-là. Il y a d'autres choses, qu'il y a des accords économiques qui arrivent entre d'autres pays, puis on serait quand même pogné avec le Canada. Mais ça, c'est le genre de loi que l'on pourrait passer sans aucun problème dans un Québec souverain. Et là, ça revient justement à la différence de province. Mais ce que M. Barrette a amené d'intéressant, et là, je vais lancer des fleurs à M. Barrette. Après notre capsule un peu désobligeante à son endroit dans les semaines précédentes. Mais il faut rester complètement fair là-dedans. Puis je pense que j'ai toujours quand même fini mes tirades contre lui avec « On va lui donner une chance, puis espérons qu'il va faire une bonne job, puis peut-être qu'il va faire une bonne job, puis tant mieux. » Alors, commence le lancer des fleurs. En fait, c'est pas tant, il n'y a pas tant qu'il a fait une chose magnifique, mais il supporte le projet de loi et il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit « Je ne pense pas que le reste du Canada va pouvoir faire l'économie de ce débat-là. Étant donné que notre loi est sortie nous-mêmes d'un genre de débat qu'on a été obligé de faire à cause de problèmes réels dans notre système, le Canada anglais devra un moment donné à être amené à faire la même chose. » Mais en fait, encore là, je t'en parlais avant qu'on commence. Justement, dans un débat comme ça... C'est la suite des choses. C'est ça, c'est que là, présentement, on s'obstine sur des questions de sémantique, des questions de responsabilité fédérale, provinciale, des questions de la lettre de la loi, des façons dont c'est écrit. Moi, je pense que c'est symptomatique du fait qu'on n'est pas prêt, à l'inverse, à débattre du fond de la question, puis à se demander... moralement, sur le plan de l'éthique, comme société, que ce soit comme société québécoise ou comme société canadienne, si éventuellement le débat devient pan-canadien, qu'est-ce qu'on veut qui se passe dans nos soins de fin de vie
au sens très large. Et après, une fois qu'on aura pris une décision quant à la philosophie de la question, après, on essaiera de s'organiser. De faire des lois qui vont refléter ça. Pour que les lois reflètent ce choix-là de société qu'on a fait. On parle des fameux choix de société, puis à chaque fois qu'on parle des choix de société, on parle soit d'un principe ou d'une loi. Mais c'est deux choses distinctes. Il faut d'abord commencer par vouloir le principe. C'est pour ça, Bon, écoute, je fais une petite tangente, là. Durant le fameux printemps érable, le printemps étudiant, t'appelles ça comme tu veux, le printemps 2012, il y a beaucoup d'étudiants qui réclamaient la gratuité scolaire. Puis finalement, on n'a jamais vraiment débattu de la gratuité dans tous les sens. D'abord, on n'en a jamais vraiment parlé. On n'a jamais vraiment parlé de l'autre alternative qui est de dire que décider en tant que société, non, la gratuité est exclue comme principe et de dire que c'est pas ça qu'on veut dans notre système d'éducation. Mais je pense que c'est un autre bel exemple où on s'obstinait sur quelque chose de très symptomatique et s'est transformé en mécontentement envers le gouvernement. Ça, c'est une autre chose. Mais on n'a pas débattu de l'organisation philosophique de notre système d'éducation. Or, c'est une belle question. Oui. On parlait des fameux choix de société, mais on n'a jamais dit philosophiquement, bon, là, il y avait un modèle X qu'on avait espéré qu'on voulait avoir peut-être dans les moments des premiers changements avec le rapport parent et les choses comme ça. Là, on est rendu dans le rapport, peu importe, en même temps qu'on aurait nommé quelqu'un. Là. Puis on avait dit, c'est quoi la nouvelle philosophie du système d'éducation? Puis là, ça va faire les principes vaporeux qu'il faut que tout le monde apprenne tout le temps, partout, tout le temps, toute leur vie. C'est correct, là, on comprend. Là. Mais c'est comment qu'on veut organiser un système d'éducation qui fonctionne, qui a des ressources, qui aide la société globalement à progresser dans les deux sens. C'est-à-dire à la fois en permettant à l'ensemble des gens d'apprendre le plus possible, le mieux possible pour aussi longtemps qu'il est possible avant qu'ils entrent sur un marché du travail, ou en tout cas, qu'ils se trouvent une vocation dans la vie. On va dire mais ne s'éloignons pas trop quand même de... Je reviens, j'ai fini, je reviens, oui. OK? Mais et deuxièmement, qui en même temps peut identifier les personnes qu'il faut faire progresser le plus parce qu'ils peuvent contribuer de par leur connaissance et leur avancée des connaissances à la société. Bref, question philosophique que je trouve qu'on n'a pas encore assez exploré dans le fameux projet de loi 52. En fait, c'est comme si on était arrivé avec une loi. Toi, tu dis que le débat n'a pas été suffisamment fait au Québec ou dans le reste du Canada? Parce que je pense, moi, de mon point de vue, de ce que tu es en train de dire là, cette démarche-là profondément philosophique et profondément inclusive a déjà été fait au Québec. C'est depuis 2007 que ce projet de loi-là est sur les rails. Là. Ça fait littéralement 8 ans que le gouvernement rencontre hyper beaucoup de monde, des deux partis, qu'il y a 12 000 commissions parlementaires là-dessus, des consultations avec tous les corps de métier, et finalement, on aboutit avec ça. Les gens qui font pas du tout le débat, les sociétés qui ne font pas du tout le débat, c'est le reste, les autres provinces qui n'ont pas encore fait quelque chose de similaire. Non, c'est ça. Je déplorais plus ce que je te disais, effectivement, sur le plan de les autres sociétés, parce que nous, clairement, on est en train d'avoir ce débat-là. C'est plus ça que je te disais. Okay. Mais dans le sens que c'est un débat, un bel exemple qu'il est important d'avoir ce genre de débat-là sur le fond philosophique, le fond de principe des choses. Et comme je disais d'entrée de jeu, le fait que les autres provinces utilisent la sémantique pour essayer de régler ce problème-là sans le régler, c'est peut-être une volonté de ne pas débattre du fond des choses. J'utilisais un exemple québécois, mais je parlais d'autres sociétés. Dans cette démarche-là, ce qui va peut-être arriver dans les autres provinces, c'est un peu ce qui est arrivé au Québec aussi. C'est dans le sens que un des grands groupes de pression pour ce genre de réglementation-là, ou plutôt ce genre de réflexion-là, c'est les organisations qui représentent les médecins. L'organisation, l'AMC, l'Association des médecins pan-canadiens, qui est comme l'espèce de... Ce n'est pas un syndicat, mais c'est vraiment une association. C'est vraiment quelque chose qui regroupe tous les médecins ensemble vers un forum de discussion pan-canadien. Cette association-là s'est fortement prononcée en faveur que le reste du Canada suive l'exemple du Québec. Et c'est probablement par cette porte-là que dans les autres législations, ce genre de réflexion-là va être amené à être fait. Parce que, ultimement, ce qui arrive avec des positions morales trop fermes dans ce genre de débat-là, c'est que les médecins arrivent avec des exemples concrets, avec des groupes de personnes concrets, des gens, des patients, leurs familles, et ils t'amènent vers des situations que eux, ils vivent de jour en jour et que tu te rends compte de la grosseur de la ligne grise et aussi de l'intérêt que ça pourrait avoir de naviguer cette zone grise-là de manière plus libre que dans les situations classiques de la vie. Lorsque quelqu'un est en train de mourir et que c'est sûr qu'il va mourir, il y a des considérations qu'on peut un peu oublier au bout de la ligne. Oui, parce que ultimement, il va mourir là, dans le futur proche garanti. Et il y a des niveaux de douleur et des niveaux d'inconfort qui sont complètement... Ultimement aussi, il y a la problématique de tenir quelqu'un en vie. Là. Ça devient un peu grotesque de forcer quelqu'un, que ça soit indûment ou directement ou indirectement,
à tester nos machines, dans le fond. Ce que tu déplores là-dedans, c'est le dogmatisme. Oui, tout à fait. Parce que dans ce débat-là, c'est le genre de débat, puis il y en a dans plusieurs autres, mais où quand tu es dogmatique, tu finis éventuellement par être rendu aveugle à la réalité. Parce que, justement, tu arrives dans des situations où c'est la sainteté la sainteté de la vie, essentiellement. Le caractère que la vie, c'est par-dessus tout, c'est la meilleure chose au monde, dans sa définition la plus biologique du terme. C'est-à-dire, tant que tu es vivant, c'est la plus belle chose qui t'est jamais arrivée. Ouais, peu importe. Et peu importe si il t'en reste pour 1 mois, 2 mois d'une vie de 80 quelques années, ou même la personne elle-même, dans les cas des fois elle n'est pas capable, mais même la personne elle-même serait capable de dire « Hey, j'ai assez vécu, là. J'ai tout vu. » C'est plus le fun pantoute. Je suis pas en train de te dire que je veux checker out plus tôt, là. Je suis en train de te dire que il me reste 1 mois, 2 mois, puis c'est pas plaisant. Et là, le problème, c'est que tu vas toujours aller chercher un degré d'adhésion à cette politique-là pour un assez grand nombre de gens dans des situations comme ça, mais il va toujours te rester un noyau irréductible pour qui ce sera jamais acceptable, plus un pourcentage de gens qui sont d'accord en principe avec ça, en théorie, mais qui vont eux-mêmes remettre en question leurs décisions lorsque éventuellement, ils vont être mis dans la pratique des fois. Ouais. Et je pense que c'est par ça que Barrett voulait dire que le reste du Canada ne pourra pas se faire l'économie. C'est ça, j'ai aimé le terme économie dans le sens que il arrive que tu le veuilles ou non. Tu peux pas l'ignorer. À cause que justement les groupes de médecins puis les individus eux-mêmes sont confrontés à des problématiques. À un moment donné, quand il y a un mort, il y a une grosse famille autour. Il y a 8 personnes, 12 personnes. Mais ça fait beaucoup de gens au bout de la ligne qui ont vu qu'est-ce qui se passe là. Et qui sont témoins, là. C'est ça, ils commencent à avoir une masse critique de gens qui ont vu ça. Puis le pire, c'est que le problème, et appelons ça un problème, la question est pas en train d'aller en diminuant, là, dans le sens qu'avec l'allongement de l'espérance de vie en général, on va avoir de plus en plus de gens qui se rendent très loin dans leur vie et qui éventuellement succombent à des maladies qui sont de la pure usure. Du corps humain. T'sais, j'avais un exemple l'autre jour, je discutais avec des gens qui disaient, aujourd'hui, maintenant, les gens, ils arrivent à un moment dans leur vie qu'ils décèdent, mais de choses que ton corps ne serait pas supposé de se rendre là. Ça aurait été supposé d'être ton 3e infarctus, mettons, mais tu en as fait 2 avant, mais tu les as survécu. Normalement, tu n'étais pas supposé te rendre là. T'sais. Fait qu'éventuellement, c'est des genres de choses qu'on va voir de plus en plus souvent et que la question de la loi 52 se pose. Fait que, tu sais, comme tu dis, il va y avoir une masse critique de gens qui vont avoir vu ça, qui vont avoir vécu ça, puis qui vont dire, ben là... Parce que, ultimement, c'est aussi une question de droit fondamental de la personne. Parce que ça redonne le contrôle de la vie à la personne. Parce que quand on a de l'obstination médicale comme ça, tu es dénudé de tes droits, ultimement. Et c'est là que la notion de droite morale, tout ça qu'il faut faire attention parce que d'un point de vue de droite morale, ça pourrait être considéré comme une question de liberté individuelle et c'est là qu'il faut faire la différence avec la droite religieuse qui a vraiment protégé dans le fond, comme tu as dit, quand on parlait de mots tantôt, le mot vie, là, c'est quelque chose qu'il faut que tout le reste de la machine serve de manière ultime et dévouée aveuglément. Donc, lorsqu'on parle de mettre la fin de la vie de quelqu'un, là, ça devient hyper problématique pour eux, pour certains, pas tous. Parce que justement, je veux dire, l'appui est tellement fort ici qu'il y a beaucoup de catholiques aussi qui considèrent que c'est un peu ridicule ce qu'on est en train de faire là. Et là, ça revient aussi à même, ça nous ramène aussi à la définition d'avortement, parce que ça dépend, qu'est-ce que tu définis comme quelque chose qui est vivant. Puis si tu dis que c'est à la première cellule, je suis comme genre, wow, on est tous des mass murderers constamment parce qu'on tue des cellules tout le temps. Tu sais, à un moment donné, ça finit à faire du sens, des fois, c'est de réduire ça au plus simple. Ah, c'est fait d'atomes, ça veut dire que c'est vivant. Maintenant, il faut arrêter. Là. Mais bref, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le Canada anglais. Et moi, j'ai l'impression que le gouvernement Harper est... En fait, le gouvernement Harper est vraiment... Je ne pense pas qu'ils ont tant de latitude que ça pour faire quoi que ce soit. Dans le sens qu'ils ont des pressions de tous les bords qui les amènent à un statu quo. Parce que s'ils vont contre la loi du Québec, ils vont se ramasser dans un marais juridique qu'ils risquent de perdre à cause de la solidité de la loi et à cause de l'opinion de plein d'experts et que ultimement le vrai argument contre l'euthanasie, tout ça, c'est vraiment une question de rectitude complètement religieuse et morale qui est un peu à l'extrême d'un côté. Donc ça devient difficile des fois d'aller protéger ça en Cour suprême. Oui, mais en fait, je te pose une question. Est-ce que, puis tu vas me dire que c'est probablement pas généralement les réflexes du fédéral de faire ça, mais moi je me dis, est-ce que dans un cas comme ça, le fédéral ne pourrait pas
prendre la loi au Québec, dans la façon dont elle est écrite, l'accepter dans la mesure où ils reconnaissent que dans la façon dont c'est décrit, ça relève du domaine de la santé et donc du provincial, pour dire d'une façon détournée aux autres provinces, arrangez-vous chez vous, mais moi je me mêle pas de ça. C'est là qu'il y a des gros débats, disons, juridiques dans le profond de la mécanique de la loi, à cause que techniquement l'euthanasie, ou plutôt ce geste-là, a jamais vraiment été... La fin de vie médicale n'a jamais vraiment été séparée d'un point de vue juridique. Et là, le débat va se faire autour de ça. Et ça va dépendre de quel bord ça tombe de la barrière, si ça s'amène du côté fédéral ou non. Mais même à ça, le fédéral peut aller contre nos lois, etc. Ça devient un peu compliqué. Puis c'est là que les deux définitions d'aide médicale à mourir et euthanasie ont comme une espèce de... comme un Venn diagramme entre les deux qui se croisent. Donc, ils ont comme quand même des notions communes, mais après ça, il y a une différence d'intention, puis peut-être une différence de qu'est-ce qui gère ce système-là, etc. Demander à son ami de te tuer ou aller demander à un système régi, public, contrôlé de te faire tuer, c'est quand même une différence. Mais bref, un petit peu, oui. Quand même. Il y en a un qui pourrait rester quand même illégal dans le sens de suicide assisté qui a demandé aucune intervention disons, on appellerait ça une euthanasie, dans ce sens-là, on appellerait ça une euthanasie assistée. pas une euthanasie illégale ou plutôt clandestine. Dans ce sens-là, peut-être qu'on va trouver un milieu dans tout ça. Mais en fait, le but, c'est juste de créer... Juste pour préciser quand même à la fin, c'est que le fédéral n'a pas nécessairement besoin que le fédéral aille contre le provincial. Des individus peuvent entamer ces poursuites-là qui vont nous amener au bout de la ligne vers la Cour suprême. Il y a des groupuscules qui peuvent aller contre le gouvernement et c'est le genre de... Ça peut arriver. Tu sais, Morgan Taylor qui est allé en Cour suprême, c'était un individu qui est allé contre le gouvernement. Et il n'avait pas besoin du provincial. Le provincial l'a supporté, il l'a probablement genre aidé, on s'entend. Oui. Parce que c'est le provincial qui arrêtait de poursuivre les gens qui faisaient des avortements. Mais le débat va ressembler un peu à l'avortement au niveau de la mécanique de comment ça va se passer. Québec en premier, qui impose sa volonté de manière juridique et qui finit par peut-être avoir même une victoire à la Cour suprême qui généralise ça. Donc tu vois que le pouvoir du Québec, des fois, il est un peu subtil parce que notre société distingue, lorsqu'on arrive avec des bons arguments juridiques qui finissent par débloquer en Cour suprême, peut changer la loi du pays au complet. Et c'est peut-être ça qui va encore arriver. Peut-être, effectivement. Écoute, c'est à suivre. On va passer à un sujet un petit peu plus... pas joyeux, là, mais un petit peu plus léger. Honnêtement, je m'en crisse. Léger. Non, mais moi aussi... Dans le sens que ça m'inquiète pas plus, ça me fait plus rire que d'autres choses. Moi aussi, mais c'est pour ça que je vais quand même utiliser le terme léger. On parle de l'évasion du centre de détention de Québec en hélicoptère. Une deuxième fois en un an que le système de prison québécois est victime... De l'hélicoptère et ses merveilles. Non, mais des victimes d'un sketch digne des Trois Stooges, honnêtement. Là, je veux dire, avec du monde qui s'enfarge un peu en essayant de monter dans l'hélicoptère. Action hero, là. Écoute, moi, ça vient d'être annoncé d'ailleurs qu'il va y avoir une enquête sur la façon, mais surtout sur la façon dont la réponse suite à la première tentative a mené ou non à des changements dans le fond. Puis je pense que ça, c'est une interrogation qui est importante. Au-delà de dire que toutes les prisons devraient tout le temps être non accessibles aux hélicoptères puis se prévaloir de ça, puis au-delà de commencer à parler des codes de sécurité puis de pourquoi ils ont baissé, tu sais, des fois le système juridique, il faut laisser aller, puis ça peut arriver qu'il y a des choses qui... il avait fait une demande, puis ça allait être accordé. Bon, peut-être que faudrait revoir le fait de pouvoir mettre des individus en attente de procès pour quelque chose de relativement grave, de mettre ça dans quelque chose de sécurité très minimale. Mais au-delà de tout ça, le plus important, systémiquement possible, c'est de dire il y en a eu une fois, c'est correct. On ne peut pas être prêt pour toutes les alternatives, tout le temps. Après ça, tu fais un rapport, tu évalues les conséquences, puis tu essaies de mettre au moins... Écoute, ne serait-ce que pour l'image, tu mets en application 2-3 mesures. T'as pas le choix, là. L'analyse finale qui a été faite de tout ça, c'est carrément de dire... C'est bêtement comme ça, là. De dire, hey, c'est vraiment rare, ça. On pense pas que ça va vraiment réarriver et ça coûterait cher de faire les modifications qui empêcheraient que ça réarriverait. Ton enquête, là, c'est ça qu'elle va donner, là. C'est juste une analyse risk-benefit, là, qui a été faite au niveau... budgétaire. Oui, mais là, c'est réarrivé. OK, là, c'est réarrivé. Là, on pourrait peut-être le mettre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est correct là, qu'on agisse peut-être dans l'avenir pour dire hey, est-ce que toutes nos prisons sont sensibles aux hélicoptères? Est-ce que ça va commencer à se savoir, ça? Ben, c'est-tu un problème? Mais ça va commencer à savoir. Là. Je veux dire, ça commence à se savoir. Oui, je sais. Ça fait 2 fois que ça marche. Là. Mais ça, c'est correct pour l'avenir. Mais de revenir dans le passé puis de chialer à l'infini sur des... Je comprends pas ça. Je suis comme, écoutez, là. On a été outsmartés par des criminels qui ont pris un hélicoptère pour enlever du monde d'une prison. OK.
Là, c'est réarrivé. Bon, visiblement, c'est rendu à la mode. On va faire les modifications. Non, mais c'est ça. Mais dans le sens que de faire une enquête, là, moi, je parle de faire une enquête un peu à la manière de ce que j'attends de la commission Charbonneau, c'est-à-dire, au pire, je m'en fous de qui a pas fait sa job lors de la première enquête. Puis je vais pas commencer à dire, je vais surtout commencer à dire, c'est correct, oublie ça. Mais là, à l'avenir, voici comment on va faire les choses pour être sûr qu'à chaque fois, on a une réponse qui est plus que juste une analyse coût-bénéfice. C'est-à-dire, on va s'assurer au moins que ce rapport-là tombe sur le bureau de la bonne personne pour que cette personne-là peut-être puisse prendre la décision exécutive de dire « Écoute, on va quand même faire de quoi. » Parce que c'est pas vrai que j'accepte l'argument de dire « C'est arrivé puis ça n'arrivera pas, fait qu'on fera rien. » Je dis pas que c'est ça qu'ils ont fait, là. Mais moi, je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Mais peut-être, mais dans ce cas-là, c'est pas une réponse adéquate d'un système administratif. Tu penses? Cette conclusion-là, elle peut être bonne. Tu sais, à un moment donné, par exemple, il y a c'est tout le temps l'exemple que je prends pour dire, mettons que Dieu décide de ruiner ta journée. Puis ce que je veux dire, c'est un astéroïde. Il y a un astéroïde qui tombe sur une prison, qui fait une brèche dans le mur, puis les prisonniers peuvent s'évader. Bon. Qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on met toutes nos prisons anti-météores ou on se dit, voyons donc, les chances que ça réarrive, faut pas capoter, on reconstruit le mur puis on s'excuse. Ce que je veux dire, c'est que l'affaire de l'hélicoptère, c'est le même genre de vision mentale qu'il y avait de cet événement-là que l'astéroïde. OK, parfait. Alors, ce que je déplore, c'est que mathématiquement, on n'est pas du tout dans le même ballpark en termes de possibilité que ça réarrive. Plus que ça, écoute là, on parle même pas d'une idée si farfelue que ça pour sortir quelqu'un de prison, là. Je veux dire, il me semble qu'il devrait y avoir un meeting, juste un, où ils font, là les gars, on va penser comme des criminels, 3 heures, OK, de 1 à 4 en après-midi, on se fait une tasse de café. Puis on réfléchit à essayer de savoir comment que des gars qui sont à longueur de journée en dedans, à rien faire d'autre que d'imaginer comment ils pourraient sortir. Puis on essaie de penser comme eux autres, puis on essaie de voir qu'est-ce qui nous vient à l'esprit. Je peux pas croire qu'en 3 heures, il leur est pas venu à l'idée, on va se trouver un pilote d'hélicoptère d'une façon X, on va atterrir dans le cours, puis on va sortir avec. Je peux pas croire. Mm-hmm. Et là, je trouve que c'est une faille. Mettons que c'est une faille, il y a deux manières de contrôler ça. L'installation de filets ou l'armement de chaque personne dans la cour et surveillance permanente de la cour. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, plus des filets. OK. Oui, parce que moi, encore là, je te disais tantôt, je ne remets pas en question le fait que le centre de détention de Québec, c'est un centre de détention minimal. Donc, il y a des mesures. OK, les gardes n'ont pas des fusils. D'autant plus que, deuxièmement, c'est pas parce qu'il y a un hélicoptère qui approche éventuellement, je veux dire, si tu le tires et qu'il s'en va s'écraser dans un milieu résidentiel, c'est pas mieux, là. Dans le sens que un garde, moi je voudrais pas mettre un garde dans une situation de dire s'il y a un hélicoptère qui arrive, tu tires dessus parce que c'est notre mesure contre les hélicoptères. Fait que, fais-les. Puis après ça, vis avec les conséquences qui est d'avoir tué un pilote qui est en otage ou genre une maison à Val-Bélair qui est à côté. Pas à Val-Bélair. Non, mais c'est pas la notion d'arme à feu, c'est pas tant une question qu'on pense que ça va arriver, c'est que c'est de dire si toutes les gardes sont armés, les pilotes ne tenteront pas la manœuvre. C'est plutôt la présence de. Je suis d'accord que lorsqu'un pilote force à travers un barrage d'armes à feu, il n'y a aucune bonne chose qui arrive après ça. C'est ou bien, en fait, ils peuvent ne rien faire puis pas tirer puis que l'évasion fonctionne, donc la mesure a été inefficace, ou il tue du monde, ou l'hélicoptère s'écrase puis tue d'autres mondes en s'écrasant. C'est pour ça que je te dis que des deux options que tu me présentais, c'est pas celle que je privilégie. Ultimement, je vais être bien franc avec toi, tant qu'à avoir des prisons telles qu'elles sont présentement, je préfère quand même que les 3 crottés soient sortis que l'hélicoptère soit tombé sur 3 maisons à 7000. Oui, ça s'entend. Donc, c'est pas ce que je privilégierais. Je privilégierais vraiment une mesure qui permet de dire essaye-les juste pas. Parce que ça ne se fait pas. Ouais, mais en même temps, tu sais, la pensée d'un criminel, en même temps, tu mets un filet, là, peut-être qu'ils vont faire pendouiller quelqu'un en bas, qui va descendre avec des trucs pour couper le filet. Mais il y a des mesures plus grandes que ça. Tu peux juste faire des divisions dans la cour, puis avoir de grandes cours. Oui, c'est plus fondamentalement une bonne idée. Bon, tu mets des clôtures, OK, c'est plate, tu mets au pire même des clôtures, tu leur perces des trous, peu importe. Juste, il y a de quoi dans le cours qui fait qu'avec les hélices d'hélicoptère, tu peux pas, puis tu essaies de prendre un hélicoptère quand même petit comme mesure, puis tu dis, ben là, ça, tu peux pas atterrir avec. Fait qu'au moins, on vient d'éliminer ça. Après, on parlera des autres mesures de sécurité peut-être, mais c'est juste, décolle pas avec ton hélicoptère parce que tu pourras pas atterrir. Si les gardes ont des fusils, ultimement, le gars, il est kamikaze, il a mis du C4 en arrière, il y a de la place juste pour un gars, puis il dit, garde, tu sors ou ben tout le monde meurt. C'est ça qui se passe.
il peut atterrir. Tandis que dans une cour Mais avec des obstacles, il peut pas. Mais quand je te dis la notion de contrôle de risque, à un moment donné, ça devient un exercice mental de où est-ce qu'on va, là, t'sais. Jusqu'où on empêche quelqu'un qui a le désir ultime, puis un peu de ressources, de faire ce qu'on veut qu'il fasse. Puis ça revient un peu à tout ce qui a rapport justement au terrorisme. À un moment donné, est-ce qu'on dit qu'on essaie d'empêcher tout le monde de faire tout le temps? On rend le train comme l'avion qu'il faut que tu check-in puis que tu passes au détecteur de métal. À un moment donné, il faut vivre avec la réalité que quand quelqu'un décide de faire quelque chose, ça peut arriver. Mais tu sais qu'on en revient à un point sur notre premier sujet, c'est-à-dire on en revient à cette idée que la vie... Tu sais, quand ils disent la fameuse expression « un mort, c'est un mort de trop Mm-hmm. ». Je suis d'accord avec ça jusqu'à un certain point. Je suis capable de concevoir des situations où, malheureusement, des fois, il y a des gens qui vont mourir, bien malgré nous, et malgré tous nos efforts. Et il ne faut pas mettre d'autres gens en danger juste pour éviter que cette personne-là ou ces personnes-là décèdent. C'est une belle vision utilitariste de la chose, mais c'est correct. Mais je pense que vraiment c'est dans une proportion très minime. Mais en même temps, c'est quand tu mets un concept absolu, un mort, c'est un mort de trop, ça crée des aberrations. Oui, mais en même temps, il y a des morts qui deviennent des symboles, des trucs comme ça. On n'a pas parlé de ce sujet-là, mais les accidents à Montréal au niveau des vélos, tu sais, là, ça fait longtemps qu'il y a du monde qui meurt en vélo à Montréal. Là. Mais là, maintenant, il y en a eu une que c'est arrivé en dessous d'un viaduc, puis soudainement, les gens sont vraiment touchés par ça, et là, ça l'amène à un certain mouvement. C'est une espèce de un mort plus efficace qu'un autre à faire changer quelque chose, qui est un peu une notion étrange. Un mort spécial. Un mort spécial. Une notion étrange qui aussi. Mais quand même qui est réelle. Tu sais, faut pas non plus le nier. Et en parlant de mort spéciale, on pourrait s'amener à notre prochain sujet qui est essentiellement ça aussi. Oui, effectivement. Parce que c'est ça qui est arrivé à Moncton. C'est un événement, c'est quelqu'un qui a décidé, encore là on en revient à la finale de ce que je voulais dire, de dire quand quelqu'un veut faire quelque chose et qu'il a le désir de le faire, ça va arriver. Juste pour conclure sur le sujet de l'évasion à Québec, je suis d'accord avec toi sur ce principe-là. Je considère seulement, et peut-être que c'est moi qui a des visions de grandeur sur les moyens et la créativité des gens dans le système de prison québécois, je trouve que s'évader en prenant un hélicoptère pour atterrir dans le cours, ça devrait rentrer fermement dans les moyens qu'on conçoit que les gens vont utiliser et non pas en dehors de cette espèce de limite-là où tu dis, regarde, au-delà de ça, c'est juste quelqu'un qui a décidé qu'il allait le faire puis il n'y a rien qu'on peut faire contre ça parce qu'il a été trop créatif, il y avait trop de moyens, il y avait trop d'idées ou il était juste trop de monde. Tu sais, s'il y a un peloton d'une guérilla là, qui s'en va sur ce centre de détention minimale de Québec parce qu'il arrive du parc Laurentides, ça fait 6 jours qu'ils vivent dans le bois, pas grand-chose qu'on peut faire. Là. Ils sont pas armés, les gars. Il y en a peut-être une couple qui sont armés, là, mais si les gars ils sont plus, là, ça va arriver. Puis arrêtez de dire qu'il faut que ça devienne des bunkers. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Là. Mais un hélicoptère qui se pose dans le cours... Non, mais c'est-tu awesome, pareil? Oui! C'est ça que je te dis! Je veux dire, c'est... Ils vivent le rêve, ces gars-là. Je vous le dis, ils vivent le rêve. Espérons-le pour pas trop longtemps. J'aimerais quand même ça qu'on le Ouais, quand même, ça. Effectivement, on part sur le dernier sujet. Parlons sur la tangente de quand quelqu'un décide de faire de quoi il peut faire malgré tous nos meilleurs systèmes. La tragédie à Moncton. Toute une histoire quand même. Imagine pour les gens qui habitaient dans ce coin-là. Là. C'est rough pareil. Surtout les gens qui étaient proches. Là. Parce que c'est vrai que tu peux dire que chaque personne à Moncton avait peur pour sa vie, mais c'est non, là. Faut quand même pas exagérer. Non, mais quand t'es dans la zone où il faut que tu restes dans ton sous-sol barré pendant 36 heures, ça doit être spécial. Non, c'est ça. C'est pas le fun. Là. Mais écoute, ça, là, ce qui est puis encore là, on en vient à toute la question de la réglementation pour essayer d'éviter des choses comme ça. On a quand même un fil conducteur ce soir, je pense. Ça va un peu servir, malheureusement, d'argument pour des gens aux États-Unis qui, à chaque fois qu'il y a une tuerie aux États-Unis, que les gens disent « Ah, c'est à cause de la réglementation sur les fusils. » Mais tu sais, ils vont pouvoir se revirer et dire « Écoutez, au Canada, ils sont bien plus réglementés que nous autres. » Puis ça arrive encore. Ça arrive moins, là, mais ça arrive encore. Fait que je l'ai vu sur des réseaux sociaux. Tu vas me dire ça vaut ce que ça vaut. Mais des gens qui, quand même, disaient, écoutez, le même argument qu'on vient de dire. On peut parler de la réglementation tant que tu veux. Le fait est qu'un individu déterminé qui a une idée dans la tête, il va le faire. Si vous voulez régler le problème, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut le faire, de dire, il faut diminuer le nombre de personnes qui ont des idées. C'est la même chose avec le terrorisme. Hein. Il faut diminuer le nombre de personnes pour qui c'est une conclusion logique ou valable d'aller se faire péter quelque part. C'est la seule manière de diminuer le terrorisme. Si tu fais pas ça, ultimement, tu te bats contre du vent. Là. Et tu vas ultimement perdre aussi la majorité du temps. Et
est-ce qu'on a perdu notre combat contre le terrorisme, tout ça, avec cette vision-là? Moi, je pense que oui, parce que ultimement, on a vraiment énormément dépensé pour pas grand-chose. Surtout les Américains, évidemment, avec leurs 2 guerres. Mais bref, Moncton. C'est vraiment triste. En même temps, je suis content qu'on l'ait capturé au lieu qu'il soit mort. Pas parce que je veux qu'il souffre, tout ça. Mais c'est pour prendre contact avec cette personne-là, de quelque manière que ce soit, pour peut-être comprendre d'où est-ce qu'elle venait avec cette conclusion-là. Pas pour lui trouver des raisons. Probablement, à l'auteur, c'est sûr que t'es allé tuer du monde. C'était pas une bonne idée. Tu sais, je veux dire, attention, il ne faut pas s'empêcher de creuser puis de comprendre les causes d'un événement par prétexte que ça pourrait être considéré comme étant une justification ou une excuse pour l'événement. Et puis là, tu t'auto-censures. Tu dis, je pourrais pas aller voir les vraies causes parce que si je sors et que j'explique ça au monde, le monde va penser que je justifie ce qu'il dit, alors ce qu'il a fait. Ouais. Alors c'est pas vrai, on justifiera jamais ça, c'est inexcusable. Sauf que ça ne devrait pas nous empêcher d'aller dans le fond des choses puis on va se mettre à sa place. De la belle empathie, là. Pas de la sympathie, là. De l'empathie. Je vais me mettre dans ses souliers. Puis je vais essayer de comprendre comment il en est arrivé là en faisant les bons logiques qui s'imposent si on se rend compte qu'il y avait des maladies mentales ou quelque chose de non diagnostiqué qui pourrait expliquer certains détours qui auraient été pris par son esprit pour en arriver là. Mais il faut le faire. Puis la première étape à ce que tu viens de dire n'arrive pas, c'est de déshumaniser le tueur. Si tu déshumanises le tueur, c'est un monstre. C'est un déchet, c'est un monstre. Tu n'es pas tenté ou tu n'as pas, disons, le réflexe à aller lui parler puis demander qu'est-ce qui se passe. T'sais. Mais malheureusement, quand quelqu'un décède, c'est encore plus facile de le démoniser. T'as pas l'option d'avoir son côté de la médaille. Parce que c'est tout ce qui reste. C'est ça. Alors, je suis content qu'il a été quand même capturé, tout ça. C'est hyper dommage pour les familles, tout ça. Ça nous ramène quand même à la différence de travail que les policiers ont. Dans le sens de dire, pas grand autre corps de métier que ça se peut que tu te fasses tuer vraiment par quelqu'un comme ça. Il n'y a rien que pas mal la police. Oui, mais même si tu faisais, tu mettais ça en plus large, il n'y a quand même pas tant que ça d'emploi. Il y a des corps de métier spécifiques où tu te dis, écoute, à chaque matin, il y a une chance non nulle, mathématiquement non nulle, que je décède. Chaque emploi, un peu, ultimement, est comme ça. Ça peut être comme ça, mais au lieu de dire, c'est plutôt, ça se peut que je sois face à un événement précis qui va finir ma vie dans laquelle je suis impliqué au niveau de la fonction de mon emploi. Parce que, tu sais, tout le monde peut mourir en allant à la job dans un accident de char. Mais cette différence-là, ça fait une différence au niveau du commitment puis de la signification que ça a. En même temps, c'est pour ça qu'ils ont été entraînés. Là. C'est le sacrifice. Oui, c'est triste, mais c'est en même temps le sacrifice. Ils ont bien fait leur job en mourant, ce qui est un peu étrange à dire, mais c'est pas les citoyens qui sont morts. C'est les policiers. C'est des gens qui ont volontairement fait le sacrifice de cette chance-là. Mais d'ailleurs, c'est le genre de choses dont on devrait toujours se souvenir quand on se met à chialer sur les policiers pour quelque raison que ce soit. Puis attention, là, c'est pas, je veux pas dire par là qu'il n'y a pas des raisons des fois de chialer sur le travail des policiers, la façon dont ils le font. Surtout sur l'establishment de la police. Des fois, effectivement, eux-mêmes pourraient rétorquer que c'est le système et non pas les employés, les policiers eux-mêmes. Mais il faut jamais oublier que eux, ils sont potentiellement en danger à ta place, à tous les jours. Et pire que ça, je veux dire, les policiers, ils dealent avec la marde. La pire marde. La pire. Quand ça chie le plus, là, c'est la police qui débarque. Fait que, tu sais, leur quotidien, là, c'est de la dompe, des problèmes. Leur quotidien, c'est des problèmes qui sont pas en train de se régler, puis que ça se peut que ça vire très mal. C'est eux qui sont là. Ça fait une job spéciale, man. Exact. Donc, ça demande, je pense, un degré de respect qu'on n'a pas tout le temps assez bien inculqué, je trouve, à notre population, notre société. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, c'est ce qui va conclure notre épisode de cette semaine. Alors, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter et à souhaiter à nos auditeurs bonne semaine. Si vous avez des questions, des commentaires ou des menaces, c'est lesvraiesaffaires@gmail.com. À chaque vendredi, on pose dans les subreddits de Québec et Montréal. Si vous voulez venir nous jaser, c'est là que ça se passe. Puis aussi et surtout, abonnez-vous à notre canal YouTube. Ouais.